Je vous invite, même si vous n'êtes pas dans l'entrepreneuriat, à rester sur ce podcast, parce que je pense que vous pourrez quand même en tirer des leçons. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet merdique. Nous allons parler de mes échecs. Alors, on va voir ce qui se passe. Alors, j'ai mes échecs sous les yeux, bien entendu, hein, mais voilà, j'avais envie de vous les partager parce que en fait, ça fait partie de la vie. Et je pense il faut faire avec, il faut les assumer aussi, il faut même les ancrer en nous. Et voilà, j'avais envie de vous les partager, comme ça, moi, je garderai une trace aussi. Et peut-être qu'on se fera ça tous les ans. Là, je vais vraiment faire des échecs un peu globaux, mais peut-être qu'on fera ça pour les années précédentes. Je me rends compte que je suis extrêmement près de vous aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Déjà, avant toute chose, avant que je vous partage mon premier échec, j'avais envie de revenir sur une phrase que j'ai entendue la semaine dernière dans un épisode de podcast slash une vidéo YouTube qu'a fait Andiella avec son conjoint Jérémy, que j'ai trouvé hyper intéressante. Je vous laisserai aller écouter l'épisode, je vais pas vous en parler ici, mais la phrase en elle-même, c'était quelque chose du type euh, être entrepreneur, c'est avoir assez de choses à faire 24 heures sur 24, en gros pendant les 5 prochaines années. Et putain, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Avec mon mec, des fois, le soir, on se demande, t'as fini ta journée? Et j'ai envie de rire et de lui dire, bah non, pas vraiment, en fait. Je pourrais continuer si j'en avais envie. Tous les week-ends, je me force à arrêter de travailler. Donc hier, par exemple, j'ai travaillé jusqu'à... J'ai pas travaillé tard, j'ai travaillé jusqu'à 10h30, un truc comme ça, mais j'avais travaillé enfin, de 7h30, 8h à 10h30. Donc j'avais déjà, pour un dimanche, c'est déjà beaucoup. Et bref, j'ai travaillé à fond. Et l'après-midi, je me suis forcée. J'étais, non, vas-y, n'ouvre pas ton ordinateur, parce que sinon tu vas retourner dans une boucle et on est parti pour plusieurs heures, quoi. Et donc, ouais, donc vraiment, je sais pas, je enfin, pertinent de vous le dire, parce que si jamais vous êtes entrepreneur, sachez que on est tous dans la même, ça se dit, sachez que, ouais, sachez que, on est tous dans la même merde. Et pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs et qui pensent à quitter leur CDI bien payé, ou travaillent pas trop pour se lancer en tant qu'entrepreneur, réfléchissez à deux fois. Ceci étant dit, l'introduction faite, je vous propose de vous partager mon top échec. D'ailleurs, il y en a, alors je regarde, j'ai fait ma petite prépa, hein, il y en a 7 en tout. On va peut-être pas épiloguer sur tout, mais voilà. Premier échec, penser que je devais être à 100% à mon activité pour me lancer. Pendant des années, donc pour recontextualiser, je me suis lancée officiellement, j'ai quitté Decathlon en 2021. Mon mec a été lancé déjà en 2017. Donc le coco, ça faisait des années qu'il me disait qu'il fallait que je me lance aussi, parce qu'en plus on était bloqué au UK par rapport à mon travail, etc. Je vous épargne les détails, mais en fait j'avais une croyance tellement limitante que non, je ne peux pas faire deux activités en même temps, c'est impossible. Alors pour ma défense, j'étais comment dire, en montée de carrière, je sais pas si ça se dit, mais j'allais devenir directrice magasin. Je savais que j'allais avoir beaucoup de taf, j'allais pas lancer un truc à côté. Et clairement, je savais même pas quelle était mon expertise à l'époque. Donc, nada. Mais ensuite, le cheminement a fait son chemin. Voilà, le cheminement a fait son chemin, je sais pas si ça se dit. Mais voilà, j'ai commencé à réfléchir un petit peu par rapport à tout ça. Et il m'aurait quand même fallu ouais, un an en Thaïlande pour me rendre compte de ça. Donc, j'ai ouvert ma boîte en décembre 2020. Donc, après le Covid, enfin, en milieu du Covid, entre guillemets. Donc à l'époque, on vivait toujours en Angleterre, je travaillais toujours pour Decathlon. Et en fait, ce que je faisais, le gros avantage que j'avais avec la Thaïlande, c'était que vu qu'on était en décalage horaire avec vous, moi, quand il était 19h le soir que j'avais terminé ma journée, je finissais plutôt que ça, mais quand j'étais rentrée chez moi à 19h, en réalité, il n'était que 14h pour vous. Et ça, c'était extrêmement pratique parce que moi, ça me permettait de faire du coaching après mes heures de travail. Donc, ça n'a jamais empiété en fait sur Decathlon. Parce que moi, c'était ça ma plus grande peur. Et parce que j'étais bien trop loyale, fidèle à Decat pour me permettre, je sais qu'il y en a qui le font, hein, qui font des side projects et qui font pas vraiment leurs 35 heures semaine, qui en réalité travaillent sur leur projet pendant qu'ils sont censés être en train de travailler. Moi, je pouvais pas faire ça. En fait, j'avais beaucoup trop j'étais beaucoup trop éthique par rapport à ça pour pouvoir le faire. Donc, je le faisais vraiment le soir et les week-ends. Je travaillais jamais sinon sur mon projet quand j'étais chez Decat. Et honnêtement, c'est une grosse erreur que d'avoir tellement attendu, attendu, attendu. Et ça, c'est mon meilleur conseil pour vous, que vous soyez entrepreneur, que vous ayez envie de devenir entrepreneur. Ne quittez pas tout pour devenir entrepreneur si vous n'avez pas une expertise genre extrêmement forte. Si vous dites pas genre, OK, par rapport à ce que je sais faire, ça va cartonner. Franchement, attendez. Attendez, faites les choses bien, faites les choses petit à petit, trouvez vos premiers clients, testez, voyez comment ça se passe. Une fois que vous avez un certain nombre de clients, trouvez le moyen de vous retrouver au chômage, etc. Mais j'ai tellement vu de gens passer
entre mes filets, qui en fait se retrouvent à 3 mois de plus avoir de chômage. Ça fait un an qu'ils font pas grand-chose parce qu'en fait, ils étaient dans une situation confortable dans le sens où, bah, qu'ils aient des clients ou pas, ils avaient dans tous les cas du chômage. Et ouais, je trouve que c'est pas stimulant. Et puis aussi, le format est mal fait, hein. C'est-à-dire que si vous êtes au chômage, si vous faites du CA, dans tous les cas, c'est prévu sur votre chômage. Donc, à quoi bon travailler? Sauf qu'en fait, quand on se retrouve à la fin, on se retrouve dans la merde. Donc, vraiment, par rapport à ça, moi, si c'était à refaire, je referais la même chose. C'est-à-dire que et je le ferais beaucoup mieux d'ailleurs. C'est-à-dire que peut-être que je m'assurerais, là, voilà, je pouvais gagner 1 500 € par mois si vous voulez, à cette époque-là, ce qui, quand on est entrepreneur, c'est absolument que dalle, c'est rien du tout. On vit pas avec ça. Donc peut-être que j'aurais attendu d'avoir 2 500, 3 000 € de récurrent, c'est-à-dire sur au moins 6 mois, avant de pouvoir vraiment passer à l'action. Et aussi, j'en profite, un petit message glissé comme ça discrètement. Tous les gens qui vous disent oui, nan, nan, 10 000 € par mois, je fais 10 000 € par mois, je t'apprends à faire comme moi, souvent ils les ont fait une seule fois. Ils savent pas comment est-ce qu'ils les ont fait. Ils sont incapables de le refaire. Et le mois d'après, ils font 2 000 € de chiffre d'affaires. Donc ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet. Moi, j'ai fait des 10 000 €, mais j'en ai pas fait tout le temps. Et j'en fais pas tout le temps d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce mois-ci, à la base, bah, vous le verrez parce que mon bilan sort mercredi, donc mon bilan mensuel. À la base, j'étais en déprime totale. J'étais là, putain, je vais faire 3 000 € de chiffre d'affaires et tout. Ça va être mon pire mois depuis le début, dans 3 ans. Au final, non, je crois que je vais atterrir à 5 000 €, un truc comme ça. C'est pas énorme par rapport à moi, ce que je suis capable de faire, c'est pas du tout énorme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, j'ai fait des 10, 11, 12 000 €. Je les fais pas tous les mois, hein. Donc arrêtez de croire je veux dire, tous les pecnos, non, mais on dit un peu ce qu'on veut sur Internet. Donc faites attention à ça. Deuxième échec, pensais que je pouvais faire toutes les tâches de ma to-do list en un mois. Et ça, vraiment, c'est la meilleure. J'ai fait énormément, vous avez peut-être vu sur la chaîne, hein, de vidéos sur l'organisation. Allez les voir, je vous en prie. Je vous mets celle-ci en particulier juste ici, qui est du coup la vidéo sur la priorisation, qui vous permet en fait vraiment d'arriver à prendre votre to-do list un peu de la mort et à la casser pour pouvoir passer les actions. Et je vous mets aussi celle-ci où je vous montre comment je fais mon Sunday planning, donc comment j'organise ma semaine un petit peu le dimanche. Et du coup, bref, ceci étant dit, quand je faisais ma to-do list, et d'ailleurs c'est quelque chose que je travaille beaucoup au quotidien avec mes clients, parce que je travaille beaucoup là-dessus, j'avais beaucoup de gens qui faisaient leur to-do list en se disant, OK, ça c'est ce que je dois faire ce mois-ci. Mais en fait, c'est pas du tout ça une to-do list. Une to-do list, en fait, quand on fait une to-do list, alors non, du coup, pire, la to-do list, vous avez trois trucs dessus. Genre, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? OK? Par contre, après, vous avez une gestion de projet sur laquelle vous avez absolument tout ce que vous avez besoin de faire, que moi, j'ai tendance à appeler aussi master to-do list. Donc, une très, très grosse to-do list. OK? Mais du coup, cette master to-do list, vous allez vous vider la tête. Il va peut-être y avoir entre 20 et 50 tâches dessus. Ces choses-là, vous n'allez pas les faire. Là, je vous fais de la leçon, hein, mais je ne vais pas les faire en un mois. C'est des choses, je vais mettre des mois à travailler dessus. Et je vous donne un exemple. Cette fameuse to-do list de la mort, un petit peu que moi j'ai fait, je l'ai fait au mois de juillet. Elle était remplie as fuck. Il y a des choses que j'ai pas encore commencé. On va arriver au mois de novembre. Donc ça, vraiment, casser cette croyance là maintenant tout de suite. Et que ce soit salariat, pas salariat, étudiant, pas étudiant, peu importe. Et d'ailleurs, petit message aux étudiants qui me regardent, si jamais il y en a, lancez votre business en ligne. Là, vous avez le meilleur truc ever. Parce que si vous n'avez pas beaucoup de cours, vous avez la free wifi à l'école. Allez-y, foncez, lancez votre business en ligne. Bref, ceci étant dit, vous n'allez jamais réussir en fait à faire votre to-do list immédiatement. Et ça, c'est un truc pour moi sur lequel il faut beaucoup qu'on travaille aujourd'hui parce que vous savez, on regarde beaucoup ce que font les autres et du coup, on se persuade qu'on a des rêves spécifiques en fonction de ce que font les autres. Et comme les autres ne nous montrent que des moments où ils sont hyper productifs, où ils atteignent leurs objectifs, etc. Nous, quand on regarde notre to-do list et qu'on a les mêmes tâches depuis 4 semaines, ben, on se dit putain, je suis une grosse merde. Et ben c'est ça en fait que moi je veux que vous cassiez aujourd'hui, c'est que non, vous n'êtes pas une grosse merde, c'est juste que vous ne savez pas faire des to-do list, donc allez voir les vidéos que je vous ai mentionnées tout à l'heure, et surtout apprenez que ce sont des choses qui prennent énormément de temps. En fait, vous ne pouvez pas tout faire là, maintenant, immédiatement. C'est des choses qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Et là, par exemple, je vous en parle, mais j'en parlerai, je pense, plus dans mon bilan de mercredi. Et je suis en train de passer un palier de ouf par rapport à mon business. Et là, je vais passer un palier dans le sens où tous les objectifs que je voulais atteindre et je pensais que ces objectifs-là allaient me rendre heureuse et accomplie, je suis en train là de les terminer. Genre là, dans les jours à venir, ils sont finis. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement, tellement heureuse. Ça aura pris, pour certains, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Donc, si vous n'arrivez pas à finir votre to-do list ce mois-ci, vraiment, c'est pas grave. Détendez-vous le slip. Troisième échec, avoir peur d'augmenter mes prix. Donc,
recontextualiser pour les personnes qui ne seraient pas entrepreneurs. Quand vous êtes entrepreneur, vous fixez vous-même vos prix. Et du coup, ben, souvent, certains entrepreneurs vont avoir tendance à vendre trop cher et du coup, derrière, à pas délivrer, c'est pas qualitatif. Donc, ils déçoivent leurs clients. D'autres vont avoir tendance à se vendre pas cher du tout pour être sûr de pouvoir vendre. Et après, il y a les gens qui sont à peu près au milieu. Moi, je pense que j'ai toujours plus ou moins été au milieu sur plein de trucs. Et finalement, j'ai augmenté, alors surtout mes prix, en fait, pas forcément formation et trucs comme ça, mais plus sur les accompagnements. Là, je parle essentiellement les gens avec qui je suis en one-to-one en coaching. Et bah, ça, j'ai mis très longtemps à l'augmenter. Très, très, très longtemps parce que j'avais peur, parce que je me disais, mais est-ce que ça va être qualitatif? Est-ce que ça va être ceci, cela, etc. Et en fait, je n'ai vu aucune différence à partir du moment où j'ai augmenté mes prix. C'est-à-dire que j'avais toujours la même demande. Et ça veut bien dire un truc, c'est que je suis toujours pas assez chère. Après, on en parlera dans un autre épisode de podcast ou dans une autre vidéo un peu plus business. Je vais arrêter de faire de l'accompagnement, pas totalement, mais beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà, c'est plus vraiment une question qui revient, mais encore une fois, voilà, ne pricez pas la valeur que vous avez. Enfin, si votre valeur vaut un certain prix. Et moi, je sais que quand j'ai commencé, j'ai quand même des gens qui m'ont fait la remarque de ouais, t'es assez cher pour quelqu'un qui vient de se lancer. Ouais, mais j'ai 8 ans de carrière chez Decat, donc forcément, j'ai un peu plus de background que Sarah, 21 ans, qui vient de se lancer sur les réseaux. Alors oui, je viens de me lancer sur les réseaux aussi, mais j'estime quand même que mes 8 ans de carrière ont un petit impact, ne serait-ce que je peux l'accumuler, entre guillemets, sur mon prix. Donc voilà, n'ayez vraiment pas peur par rapport à ça. Quatrième chose, quatrième échec, pardon, lancement de ma formation sur le développement d'entreprise. Alors, moi, comment dire? Alors, non, oui et non, c'est la thématique que j'aime le plus, le développement d'entreprise. C'est vraiment prendre quelqu'un qui a un certain stade et professionnaliser son activité, etc. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais en fait, cette formation, c'est ce que je fais en accompagnement. Et du coup, je m'étais dit, bah, je vais la mettre en formation et je vais l'offrir aux gens qui ont déjà fait l'accompagnement. Bah, j'ai fait 50% de la formation et un petit peu plus quand même. Et en fait, j'ai jamais fini. Jamais fini parce que ça n'a jamais été la priorité, parce que je savais que c'était jamais quelque chose que j'allais vendre. Mais en même temps, bah, il y a déjà des gens qui attendent. Enfin, bref. Donc, ça fait, pour vous dire, cette formation-là, je l'ai créée donc vis-à-vis de mon accompagnement en 2021. C'est en 2021, on va être en 2025 l'année prochaine. Donc voilà, il est temps que je me bouge le cul et que je finisse ce truc-là assez rapidement. Donc ça, c'est un de mes plus gros échecs. Et j'ai envie de vous le partager. Alors, ceux qui ne sont pas entrepreneurs pourront pas forcément comprendre peut-être, mais ceux qui sont entrepreneurs, j'en ai plein qui viennent me voir en me disant, oh, ça fait un an que je suis sur mon produit en ligne, sur mon accompagnement, j'arrive toujours pas à le terminer. C'est normal, en fait. Alors, c'est normal, non, mais ça arrive. Ça arrive et vraiment dédramatiser la chose. Erreur numéro 5, penser que je pouvais tout faire par moi-même. Et ça, c'est un truc que j'ai quand même réglé très rapidement parce que j'ai vite pris des gens pour bosser avec moi. Mais quand on est entrepreneur, même chose. Et d'ailleurs, entrepreneur ou pas, hein, moi, quand j'étais pareil, manager ou quoi, si je pouvais faire les choses par moi-même, je le faisais parce que j'avais envie que mon équipe puisse se concentrer sur d'autres choses. Et c'est complètement con parce que du coup, ça nous tire vers le bas, ça nous tire énormément au niveau énergétique, etc. Enfin, énergétique non, mais au niveau de l'énergie. Donc, faites attention à ce genre de choses. Et vraiment, si vous avez l'opportunité de demander de l'aide, demandez de l'aide. Demander de l'aide, c'est pas être faible, hein. C'est juste accepter que je pourrais aller plus vite si j'avais quelqu'un d'autre qui m'aidait. Et clairement, ça peut faire aussi une grosse, grosse différence. J'ai pas envie de trop traîner aujourd'hui. Je trouve que c'est... Déjà, on parle beaucoup de trucs, et en plus, l'épilogue surtout, on n'a pas fini. Et en plus, j'ai une vieille luminosité de merde aujourd'hui. Insupportable. Prendre les rêves des autres pour les miens. Alors ça. Et d'ailleurs, j'ai re-regardé, je trouvais ça hyper intéressant. Je sais pas trop si c'était une vidéo ou un épisode de podcast qu'avait fait une personne pardon, que j'admire beaucoup, qui est Shubham Sharma, qui est lui aussi dans la thématique Notion, pour les gens qui regarderaient la partie Notion de ma chaîne et qui expliquait que donc il a sorti, je crois, ce podcast cet été où il disait qu'il avait déjà raté son année 2024 en disant vraiment qu'il avait alors je fais un résumé assez basique, mais il a intégré un groupe d'entrepreneurs. On lui a dit tiens, il faut que tu fasses ça. Il a un peu pris le rêve des autres et il s'est rendu compte 6 mois plus tard que il avait fait un truc qui était complètement comment dire, qui n'était pas du tout aligné avec qui il était quoi. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent parce que je me suis dit, mais putain, c'est tellement vrai. En fait, aujourd'hui, on prend les rêves des autres. On prend tellement, tellement, tellement les rêves des autres. Il faut créer ses propres rêves. Mais du coup, pourquoi aussi est-ce qu'on prend les rêves des autres? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la capacité nous-mêmes de décider des rêves qu'on a envie de faire? Est-ce que c'est parce que on est, euh, on est tous nazes? J'en sais rien. Mais
pourquoi est-ce que on prend les rêves des autres? Est-ce que est-ce que c'est parce qu'on se dit qu'ils ont réussi, donc s'ils ont réussi, il faut que j'ai les mêmes rêves qu'eux? Enfin, honnêtement, je ne sais pas, j'ai pas la réponse à cette question, surtout maintenant, là, tout de suite. Mais c'est une très bonne idée pour un prochain épisode de podcast. Je vais le noter juste après. Pourquoi prenons-nous le rêve des autres? N'hésitez pas à me dire un peu votre avis dans les commentaires. Mais voilà, tout ça pour dire que j'avais un peu pris le rêve des autres. Ça m'a vachement soulagée de savoir que Shubham Sharma, qui est voilà, au level 100 quand moi je suis au level 10, avait fait cette erreur-là aussi. Parce que du coup, c'était. Ouais, ça fait du bien en fait de se dire, putain, il y a des gens qui font les mêmes erreurs que nous, alors qu'ils sont à un level 10 fois plus haut. Et pourquoi est-ce que je vous disais ça? J'ai réfléchi en même temps que je parle. Oui, voilà, c'est que il faut faire attention aussi au niveau de. Alors, déjà, les rêves des autres, comme je vous le disais tout à l'heure, ne croyez pas tout ce qu'il y a sur les réseaux, hein. C'est pas parce qu'on a la sensation qu'ils ont achevé quelque chose qu'ils l'ont vraiment fait. Et est-ce que ces gens-là sont vraiment heureux en fait par rapport à leurs rêves? Est-ce que eux aussi n'ont pas pris les rêves de d'autres personnes, etc. Et pourquoi est-ce que j'en suis aussi arrivée à cette réflexion? Et je vous le partage ici, c'est que la semaine dernière, donc une de mes formations, j'ai aussi une formation sur le business plan. Euh, on n'épilogue pas là-dessus, on s'en fout. En gros, c'est un truc où vous pouvez apprendre à faire votre prévisionnel, votre pilotage business. Et du coup, moi, pour pouvoir montrer l'exemple, j'ai déjà fait mon pilotage de 2025 par rapport à ce que j'avais envie de faire, par rapport à mes offres. On s'en fout. Tout ce que j'essaie de vous dire là, en fait, je veux pas trop compliquer les choses pour les gens qui seraient pas entrepreneurs et que ça ferait chier de m'entendre parler de ça. Mais comment dire, je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas besoin de faire tant de sacs de chiffre d'affaires pour avoir la vie dont j'ai besoin. Et en fait, ça m'a vachement soulagée et je me suis dit, mais j'ai pas besoin des rêves des autres. En fait, moi, il faut juste que je continue à faire les trucs que j'ai envie de faire moi-même. Et voilà, tout simplement, c'était la petite réflexion autour de ça. Dernier échec, et après, on va s'arrêter là. Penser qu'avoir beaucoup de choses à faire, c'était être très productive. Et c'est vachement à contrario de ce que le slogan que j'ai un petit peu aujourd'hui, qui est être productif, c'est faire ce que vous aviez l'intention de faire. Ce matin, mon but étant de filmer 6 vidéos. J'en suis à 2, donc si j'arrive à 6, j'aurais fait ce que j'avais envie de faire ce matin. Si j'en fais 5, j'aurais pas été productive. Si j'en fais 7, j'aurais été surproductive, mais c'est pas mon intérêt. Moi, j'ai juste envie de faire ce que j'avais l'intention de faire. Et pourquoi est-ce que je vous partage ça? C'est que on a toujours la sensation, pareil, bah, il faut que je fasse plus, il faut que je fasse plus, il faut que je travaille le week-end, il faut que je travaille le soir, etc., etc. Meilleur moyen d'arriver au burn-out, ça c'est sûr et certain. Mais surtout, on a toujours cette sensation ouais, de je dois faire plus. Mais en fait, pourquoi tu dois faire plus? C'est quoi l'intérêt d'aller faire plus? Est-ce que tu n'as déjà pas fait assez? Et du coup, ça corrèle vachement à ce que je vous disais, hein, le fait de pas de faire sa to-do list en un mois, que c'est juste pas possible et que ça n'a aucun intérêt. Parce que dans tous les cas, il va falloir en refaire une autre de to-do list. C'est pas comme si un jour la to-do list s'arrêtait. C'est que la to-do list, elle ne s'arrête jamais, quoi qu'il arrive. Donc, autant en fait capitaliser et faire les choses en prenant le temps, en faisant les choses bien aussi. Parce que ça, je l'ai fait pendant longtemps, faire les choses un peu à l'arrache pour faire beaucoup, beaucoup de trucs, avoir l'impression d'être productive, avoir l'impression de finir ma to-do list, et en fait devoir refaire les mêmes trucs 3 mois plus tard parce que j'avais fait de la merde 3 mois avant. Donc, évitons de faire ce genre de choses. C'était tout pour moi aujourd'hui. J'avais envie de vous partager ces petits échecs pour vous montrer que bah, même si la vie elle semble fantastique, je suis à Bangkok, je suis entrepreneur, je fais ci, je fais ça, j'ai des réflexions très matures, ça m'a beaucoup fait la remarque et vraiment merci beaucoup. Bah, en fait moi aussi je suis un peu naze sur certains trucs et voilà, je trouvais intéressant de vous le dire, de l'assumer publiquement parce que ça fait toujours du bien et qu'on a plus tendance à être négatif envers soi-même que d'être positif. Et une manière pour moi, de devenir positif envers soi-même, c'est de se rendre compte que même les gens positifs, parfois, peuvent être négatifs et aussi faire des échecs. Je vous laisse là-dessus. C'était Aude. J'espère que vous avez passé un bon épisode de podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.